Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet LMDC dans lequel je vais parler des films que j'ai vus, je galère déjà dès le début de la vidéo, des films que j'ai vus durant le mois de mai 2016. Donc ce mois-ci j'en ai vu 28 films, comme d'habitude je vais couper en 3 parties. Et donc là je vais commencer avec 9 films. Et on va commencer avec un des films qui était qui a été les plus vus ce mois-ci, Civil War, euh, réalisé par les frères Rousseau, donc qui raconte l'histoire de la guerre civile entre les super-héros et qui vient clore le deuxième cycle du Marvel Cinematic Universe. Bon, déjà le mois dernier, je vous avais parlé de Captain America. Donc celui-là, en fait, c'est Captain America Civil War. En fait, c'est un film Captain America. J'avais dit que je n'irais pas voir Civil War et donc bon bah j'y suis quand même allé parce que mes potes y sont allés, donc j'ai suivi. J'avais pas du tout envie d'aller voir ce film, étant donné que quasiment tous les films du MCU je les déteste, ou alors comme les Avengers, bah, ça va être un petit peu le même cas que pour Civil War. Ça te divertit, mais ça va pas plus loin que ça. Donc pour Civil War, c'est divertissant, ouais. Déjà beaucoup plus que tous les films solo que j'ai vus des super-héros, que ce soit les Captain America, les Hulk, les Thor, c'est bien mieux. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, c'est simplement un film de divertissement, quoi, vraiment. Et encore, on va pas dire que je me suis éclaté devant ce film, comme je me suis éclaté par exemple un film de super-héros qui est très bien fait, c'est The Amazing Spider-Man 2, qui a pourtant fait un flop et qui a arrêté la saga. J'en ai déjà parlé le mois dernier par rapport à. J'avais déjà fait le parallèle. Mais Civil War, c'est juste divertissant. Et ça me divertit pas de ouf. Bon, déjà, je trouve que c'est très mal écrit. Je veux dire, c'est pas les situations qui sont amenées sont pas très intéressantes. Euh, les personnages sont pas très bien développés, je trouve. À chaque fois, j'ai l'impression de. Je sais pas, les super-héros, ça fait 20 films qu'on les voit dedans et j'ai toujours l'impression de ne pas les apprécier, de ne pas les trouver charismatiques, ni même de les trouver sympathiques. Ils apparaissent dans 20 000 films et j'ai même pas cette impression-là, donc ça pose déjà un problème. Mais pour moi, le gros problème, c'est qu'il y avait moyen, vraiment, avec Civil War, de faire quelque chose de très bon. Euh, Quand tu lis la bande dessinée Civil War, il y a plein de thématiques qui sont possibles d'aborder, il y a plein d'idées de mise en scène que tu peux faire. J'ai lu rarement des comics, mais il y a quelques années de ça, j'avais lu Civil War, c'était un gros pavé, et j'avais pas été totalement subjugué, je préférais les Batman, je suis pas trop fan des comics en réalité, mais j'avais plutôt bien aimé. Mais il y a tellement de trucs intéressants, il y a plein de thématiques, et les thématiques justement qui sont importantes dans la bande dessinée je sais pas, elles sont même pas creusées, on reste en surface. Le principe de base, pourquoi est-ce qu'il y a une guerre civile dans le comics? C'est parce que justement, certains des super-héros décident de se ranger du côté du gouvernement, alors que les autres préfèrent rester de leur côté et s'opposer au gouvernement. Il n'y a pas ça dans le film déjà, rien que ça déjà. Euh, et tout ça pour rajouter un espèce de méchant, parce que dans Civil War, il n'y a pas réellement de méchant qui s'oppose aux deux clans, en fait. Euh, Ils ont rajouté une histoire avec le Baron the Man, dont l'acteur, je me souviens plus son nom, c'est un acteur que j'aime bien cet acteur. Mais alors dans le film, il n'a aucun charisme, son méchant n'a aucun charisme. On dirait que c'est un méchant qui a été inventé vite fait en 5 secondes. Lui, ça va être le méchant et voilà. Encore une fois, ce que je regrette chez Marvel, et que j'ai l'impression en fait à chaque fois que je fais un film sur Marvel de dire les mêmes choses, c'est parce qu'ils ont quasiment tous les mêmes défauts. Là, ce film a juste en supplément d'avoir quelques scènes d'action plutôt cool, plutôt divertissantes, et ça c'est cool. Mais sinon, j'allais dire que
la différence entre Marvel et DC, même quand DC fait des mauvais films, c'est que DC tente de mettre une ambiance. Le réalisateur derrière a une envie de faire quelque chose, de prendre l'univers, de créer une ambiance un peu sombre. Voilà. Là, dans Marvel, il n'y a pas ça. On est dans quelque chose où ça se veut purement divertissant et où donc on va passer de moments totalement déjantés avec des personnages qui balancent des conneries à la minute. Ça peut être drôle, ça peut être sympa. Spider-Man est assez marrant dans ce film par exemple. Les autres, bon bof, ça me fait pas trop rire. Mais on va passer d'un coup à une scène tragique, donc c'est tout à fait désamorcé. Il n'y a pas d'ambiance qui tente d'être mise en place. Ce qui fait qu'on reste devant un film qui, à la fin, nous aura divertis, mais dont on va tout de suite l'oublier. Moi, je sais pas, quand je parle de Marvel, j'ai l'impression d'être totalement différent des gens, parce que les gens adorent Marvel, mais moi, non, je suis pas du tout pris dans le truc. Après, il y a 2-3 trucs qui m'ont plu. Black Panther, déjà, qui est un super-héros qui m'a beaucoup plu. La nouvelle version de Spider-Man est plutôt sympathique, l'acteur joue bien, il offre une nouvelle version, comme je vous l'ai dit, un personnage jeune qui sait pas vraiment se servir de ses pouvoirs et qui est plutôt marrant, c'est principalement lui qui amène les seules blagues drôles du film. Après, j'ai trouvé, sans que ça me gêne réellement, j'ai pas compris le choix de rajeunir sa tante. Et voilà. Donc, j'aurais pas plus de choses à dire. C'est un film que j'ai trouvé divertissant, quoi. Voilà, une après-midi, je me suis posé. Je le reverrai sûrement jamais de ma vie, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, donc je lui donne une note de 11 sur 20, qui est plutôt bien pour un film Marvel, pour moi. Mais ça n'ira pas plus loin que ça pour moi. Donc, si vous n'aimez pas les films Marvel, je vous le déconseille tout de suite, quoi. De toute façon, je pense que vous vous en douteriez. Donc voilà, 11 sur 20. Ce mois-ci, j'ai vu Le Sens de la vie, réalisé donc par les Monty Python. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin. C'est pas eux tous qu'on réalisé, mais en tout cas ils ont scénarisé. Bon, c'est les Monty Python, quoi. Et j'en profite pour vous teaser que je l'ai pas vu encore, mais normalement le mois prochain, il y a Sacré Graal que je vais vous critiquer. Mais en attendant, je vais parler du Sens de la vie. Étant donné que Sacré Graal est considéré comme le meilleur et que c'est le dernier que j'ai pas vu, je pense qu'il doit être vraiment super, parce que Le Sens de la vie est vraiment... J'ai vraiment adoré ce film, il est vraiment super drôle, complètement déjanté, c'est un humour qui me plaît énormément et qui à la fois permet aux Monty Python de faire quelque chose d'intelligent, tout en restant dans l'absurde, pas forcément quelque chose de très politique ou quoi, mais c'est intelligent au niveau de la mise en scène, il y a plein de choses très intelligentes qui sont faites, j'ai adoré le délire. Alors en fait, Le Sens de la vie, c'est composé de plein de petits sketchs. J'ai vu le bonus le bonus qui expliquait qu'en fait ils n'arrivaient pas à se centrer sur une histoire et qu'ils ont donc décidé d'en faire plein de petites qu'ils mettraient à la suite et qui sont toutes centrées autour du sens de la vie. En fait, c'est ce qu'ils prétendent faire, mais finalement c'est juste prétexte à faire du grand n'importe quoi. Il n'y a pas réellement de fil conducteur, ça m'a un peu dérouté au début. D'autant plus qu'au début on a du mal à se faire à l'idée que on passe d'une séquence, ça coupe, on passe à une autre. C'est assez... c'est un peu le même truc que la vie de Brian, et je pense que Sacré Graal aussi est fait comme ça, c'est-à-dire que on passe de plusieurs séquences, mais dans Sacré Graal par exemple, je sais qu'il part à la conquête du Graal. Dans la vie de Brian, on suit Brian dans son évolution, même s'il va suivre plein de petites scénettes toutes totalement absurdes. Là, ça m'a un peu dérouté au début qu'il n'y ait pas de fil conducteur, et surtout, ce qui m'a gêné, c'est que parfois, les petites séquences étaient tellement bien que ça me faisait chier qu'elles se finissent déjà, quoi. J'avais envie qu'elles durent plus longtemps, qu'ils continuent un peu dans le délire. Une de mes scènes préférées, c'est celle où on a donc une famille de chrétiens qui refusent de mettre de préservatif. Du coup, ils ont, 300 enfants.
Et un jour, ils ont plus assez de nourriture, du coup, ils décident de les vendre. Et tous les enfants chantent en chœur une chanson où ils expliquent que leur père aurait dû mettre une capote. C'est totalement... Et en face d'eux, il y a les juifs qui sont en train de les critiquer et tout. C'est juste énorme, quoi. J'adore le délire. Se moquer de tout. Ils se moquent de tout. Toutes les traditions, tout. Ils se moquent de tout. Et c'est toujours très très drôle, leur humour. En plus, ils ont une faculté de pouvoir d'utiliser tous les registres qu'offre le comique au cinéma. Les gestuels, leur visage, ils font de ces grimaces parfois. Au niveau des gestuels, au niveau du langage, pas mal du langage aussi. J'adore leur humour, quoi. Ils brisent le quatrième mur, ils savent jouer aussi avec la caméra, les positionnements des caméras afin de créer, je sais pas, une situation comique. Donc franchement, et puis rien que leur tête, quoi. J'adore leur visage, on voit peut-être pas trop ici, mais pour ceux qui les connaîtraient déjà, vous savez à quel point leurs têtes déjà sont hilarantes, quoi. Non, franchement, j'aurais pas plus de trucs à dire. J'aime bien aussi, oui. Si, il y a pas mal de trucs à dire aussi au niveau de la mise en scène, au niveau des décors déjà, au niveau des plans, j'aime beaucoup, ça rappelle beaucoup les premiers films de Terry Gilliam, et c'est pas pour rien, parce que Terry Gilliam faisait partie donc des Monty Python. Ça rappelle les prémices un peu de Brésil, mais Brésil c'est déjà un peu plus élevé. Ça rappelle Fisher King par exemple, au niveau des décors, et j'aime beaucoup. Et il y a aussi au tout début du film, parce que Terry Gilliam n'apparaît que comme personnage après, ou scénariste, non, il réalise plus rien pendant le film après, mais il a réalisé la toute première séquence du film qui, déjà, on voit que ça a plus de gueule, il y a un plus gros budget qui est derrière. Je vous invite à la découvrir, c'est l'histoire de personnes qui travaillent dans les bureaux, qui décident de se rebeller, ils décrochent leur usine et ils s'en vont à travers le monde, transforment leur usine en bateaux qui volent dans le ciel. C'est du Terry Gilliam tout craché, et au niveau de la mise en scène, j'ai juste adoré, quoi. C'est super bien filmé, il y a des effets faits, vous savez, un petit peu, pour ceux qui connaîtraient les Monty Python, des mélanges entre du dessin et des prises réelles, et toujours du dessin qui fait très réaliste, qui est poussé à faire du réalisme, mais on sait que c'est du dessin quand même. J'aime beaucoup ça chez eux. Voilà, j'adore les Monty Python, quoi. Ils me font rire du début à la fin. Il n'y a pas un moment où tu ne rigoles pas, quoi. Il n'y a aucun sketch qui fait un bide. Il y a une séquence aussi que j'adore, celle-là c'est complètement débile. C'est la séquence à la fin où ils sont au restaurant et qu'on a l'homme qui mange jusqu'à se faire vomir, et puis après avoir vomi, il remange jusqu'à se faire vomir. Il vomit sur tous les clients, il vomit partout. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, c'est du Monty Python tout craché. Si vous ne connaissiez pas Le Sens de la Vie, je vous invite à le découvrir. Personnellement, j'ai préféré que La Vie de Brian. La Vie de Brian, j'avais bien aimé, mais sans plus. Ça avait pas déclenché un amour pour eux. Je préférais me tourner plus vers les films de Terry Gilliam, mais celui-là qui a été fait après est vraiment super, et je pense que je vais me régaler devant Sacré Graal, donc je vous dirai ça le mois prochain. Et Le Sens de la Vie, en tout cas, je lui mets une note de 15 sur 20. Ce mois-ci, je me suis revisionné Batman Begins parce que je l'ai acheté en Blu-ray, je l'avais pas. Je l'avais pas encore. D'ailleurs, il me manque encore The Dark Knight Rises, que je vais acheter pour finir la collection, mais c'est pas mon préféré du tout de la saga. Mais on comprend un petit peu pourquoi il est raté, parce que normalement il devait pas être écrit comme ça, mais bon bref, je vais pas en parler là. Il me semble que j'avais déjà critiqué sur ma chaîne dans un LMDC The Dark Knight, que j'avais revisionné avec... c'est un chef-d'œuvre, quoi. J'ai pris tellement de plaisir devant ce film-là. Et Batman Begins n'échappe pas à la règle. Il est moins bon. Non, il n'est pas spécialement moins bon en fait, mais je vais revenir sur pourquoi est-ce que ça reste un moins bon film que The Dark Knight Rises. The Dark Knight. Alors que pourtant c'est exactement la même recette, hein, vraiment. Déjà, je voulais saluer le travail de Nolan, parce que Nolan, c'est pas mon réalisateur préféré. Il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont en train d'aduler Nolan. Il y a des films de Nolan que j'aime pas, Interstellar, Memento,
Après, il y a d'autres films que j'aime bien, Le Prestige, tout ça. Mais pour moi, son chef-d'œuvre, c'est Batman. C'est là où il a réussi à mêler à la fois du grand divertissement, tout en proposant quelque chose d'intelligent, de très bien écrit, avec un effort de mise en scène à la fois visuel, à la fois au niveau des symboles qu'il présente dans son film. Il y a énormément de symboles dans ses films et j'adore ça, quoi. C'est vraiment c'est du cinéma de divertissement, de très, très bien foutu, quoi. C'est pas juste un cinéma de divertissement pour divertir, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ça qui faisait de The Dark Knight un chef-d'œuvre. Après, pour moi, Batman Begins n'en est pas un, parce que justement, le seul défaut vraiment que j'aurais à reprocher à Batman Begins, c'est d'être un film qui n'est là finalement. Bah, c'est un film d'origine. Et c'est un film qui est juste là, en fait, pour introduire le film suivant. Donc, en lui-même, quand tu regardes Batman Begins, t'as l'impression de ne pas terminer quelque chose. Il faudrait justement voir The Dark Knight juste après pour apprécier le film à sa juste valeur. Alors que The Dark Knight, tu peux le regarder tout seul, ça restera un chef-d'œuvre. Alors que Batman Begins, vraiment, je trouve qu'il est vraiment fait pour introduire. Et c'est pas du tout un défaut, hein, mais c'est juste pour expliquer pourquoi je lui ai mis un 16 sur 20 au lieu de lui mettre un 18 ou un 19, quoi. Donc, mais pour moi, ça reste vraiment un film grandiose. Nolan, l'écriture de Nolan est juste vraiment super, avec l'intrigue qui est super bien. Il introduit le personnage de Batman, je pense que c'est le meilleur film de... il n'y a pas vraiment de film d'origine. Il y a le premier Batman, mais c'est différent. Là, c'est vraiment un film d'origine qui est vraiment bien foutu. Alors que le premier Batman de Tim Burton, il se précipite un petit peu plus et il est plus vite dans l'action. Là, c'est quasiment que la présentation de Batman. Donc ici, on a droit quand même à des méchants hyper charismatiques, hein. Bien sûr, après, ils n'arriveront jamais à la cheville du Joker. Mais c'est vraiment un film que j'adore revoir et encore revoir. Tout comme The Dark Knight. C'est vraiment la saga qui fait de Nolan un très grand réalisateur. C'est là où il a montré vraiment toute sa force. Et puis les acteurs aussi, je veux dire, entre Cillian Murphy, Cillian Murphy dans le rôle de l'épouvantail, j'adore. Christian Bale dans le rôle de Batman. Même si je maintiens, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je dois être une des seules personnes à voir ça. Mais pour moi, après, il y a Christian Bale en second meilleur Batman. Mais pour moi, le mec qui représente le mieux l'idée que je me fais de Batman, au niveau physique et au niveau jeu d'acteur, même si le film dans lequel il apparaît est nul, c'est... Non, pas George Clooney. Ce n'est pas George Clooney du tout. C'est Val Kilmer. Je sais pas, quand je vois Batman Forever, je trouve, même si le film est plus que moyen, personnellement, je le trouve pas mauvais du tout, Batman Forever et Batman et Robin. Je les apprécie comme des gros délires, des bons gros délires de la part de Joel Schumacher qui offre une nouvelle version, qui a tenté d'offrir une nouvelle version de Batman, très différente de Tim Burton, et j'aime bien, même si ça rentre dans un délire totalement fou, notamment avec ses singes roses et des espèces de trucs punk roses, tout ça. Mais Val Kilmer, je pense que je suis un des seuls à défendre cette idée-là, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que Val Kilmer représente tout à fait l'idée que je me fais de Batman. Physiquement, au niveau de la carrure, au niveau de comment il joue, c'est l'idée exacte que je me fais d'un Batman froid et imposant. Christian Bale, c'est... Après, j'apprécie quasiment tous les acteurs qui ont joué Batman. Ouais, je les apprécie tous même. Christian Bale, c'est une autre version, c'est un petit peu le Batman dépravé, mais qui cherche quand même une certaine justice, et j'aime beaucoup. Et il y a aussi Gary Oldman que j'adore, qui est un de mes acteurs préférés, qui joue ici par contre, lui, au niveau du... Merde, comment il s'appelle le détective, le policier, merde, j'ai son nom sur la bouche.
sur le bout de la langue. Merde, putain. En tout cas, pour moi, je vois pas l'inspecteur autrement que joué par Gary Oldman, Pat Hingle dans les premiers. On a l'impression que c'est un comic relief, un petit personnage qui apparaît de temps en temps. Mais voilà, j'adore Gary Oldman. Je suis pas du tout objectif, j'arrive pas à trouver des choses à dire sur ce film, mais je le trouve juste totalement abouti. La seule chose qui fait qu'il n'a que 16 sur 20 à mon goût, c'est que c'est un film d'origine qui n'est fait que pour introduire la saga. Donc pour moi, on loupe quelque chose quand on regarde simplement le film. Et après, si on se tape toute la saga après, ça fait un petit peu long. Mais voilà, c'est pour moi un très bon film qui va introduire un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma selon moi. Batman Begins, je vous l'ai déjà dit, je lui mets la note de 16 sur 20. Ce mois-ci, j'ai vu A Serious Man, un des tout derniers films, enfin il doit dater quand même déjà de 2009 par là, des frères Cohen, Joel et Ethan. J'ai déjà critiqué pas mal de films des frères Cohen sur la chaîne. Et soit j'adore, soit je suis pas très emballé. Mais là, pour le coup, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé de tous les films des frères Cohen. J'ai été très déçu par ce film. J'en attendais pas beaucoup. Déjà, je ne savais quasiment rien quand je l'ai pris. Je l'ai emprunté en DVD. J'en savais quasiment rien. Mais j'ai été déçu par ce film qui est vraiment sans saveur, je trouve. Et même mauvais, quoi, tout simplement. Alors c'est l'histoire d'un professeur juif dont la vie va mal, entre sa fille, sa femme qui le quitte, ses enfants, enfin son fils aussi, son frère qui squatte chez lui, enfin tout va mal. Et pour résoudre ses problèmes, il décide de rencontrer plein de rabbins qui vont tenter de l'aider. Et déjà, on s'ennuie du début à la fin dans ce film. Je veux dire, c'est un film plat. Vraiment plat. Déjà, les acteurs sont pas du tout connus. Ils sont pas très connus. Moi, je les connaissais pas. Donc, pourquoi est-ce que le film est ennuyeux? C'est pour ça que je parlais des acteurs. Parce que les personnages sont plats et inintéressants. Qui est donc le fait qu'ils soient inintéressants, c'est aussi dû au fait que les acteurs sont pas très charismatiques, même pas du tout. J'étais dégoûté parce que sur l'affiche, en fait, je voyais un personnage. L'affiche du film, c'est vous le verrez à côté, c'est un personnage qui est sur un toit. Et j'étais persuadé que c'était Joaquin Phoenix qui jouait. Enfin, de loin, on dirait vraiment Joaquin Phoenix. Et quand je vois le film, en fait, c'était pas du tout lui. Je suis allé vérifier sur internet, je disais, mais il ressemble. Enfin, il a été bien maquillé, enfin, on dirait pas lui. Et non, c'était bien pas lui. J'étais un peu dégoûté, parce qu'on passe de Joaquin Phoenix à un acteur plus que moyen, qui n'est pas du tout charismatique, et qui sont d'ailleurs tous les personnages de son film sont caricaturaux, quoi. Ça arrive dans les films des frères Cohen d'être caricaturaux, j'en avais déjà parlé avec Fargo, où je trouve que c'est très lourd, la femme qui est jouée par Frances McDormand, qui est niaise et nulle, quoi, dans son boulot. Je trouve ça très caricatural déjà, mais encore ça passe. Là, les personnages sont vraiment caricaturaux. Alors ça, c'est encore une fois dans le but, si vous connaissez un peu le cinéma des frères Cohen, de ramener un certain ton un certain second degré, un certain comique. Mais j'ai pas rigolé devant ce film. Le film ne m'a pas fait rire du tout. Donc ce film, je le trouve quand même assez vide. Pourtant, il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées, du fait que ça aille mal dans sa famille. Il y a plein de trucs qu'il va aborder. Il y a le jeune qui a des soucis par rapport à la drogue, la fille qui sort tout le temps, le mec qui se fait tromper par sa femme. Donc il y a vraiment plein de trucs. Mais étant donné que déjà les personnages ne sont pas charismatiques, ils sont caricaturaux, ça marche beaucoup moins déjà. C'est beaucoup moins intéressant et puis je trouve que ça brasse vraiment beaucoup trop de trucs. On a du mal à se poser sur une idée. Donc voilà, très déçu par ce film des frères Cohen, auquel j'ai même pas mis la moyenne.
Ça m'arrive jamais de mettre un film, de pas mettre la moyenne à un film des frères Cohen. J'apprécie toujours quasiment leur travail. Au minimum, je les trouve passables les films, mais là pour le coup, je me suis vraiment fait chier. Donc je lui mets une note de 9 sur 20 et je vous conseille pas celui-là, je vous conseille de commencer par d'autres si vous ne connaissez pas, comme Miller's Crossing par exemple, qui est le dernier que j'ai découvert, le dernier chef-d'œuvre que j'ai découvert d'eux, qui a été mon coup de cœur pour leur cinéma. Donc Miller's Crossing, je vous conseille, mais pas A Serious Man. Donc voilà, 9 sur 20. Ce mois-ci, j'ai vu Hannibal de Ridley Scott. J'en ai profité pour le visionner parce que je me suis acheté la trilogie. On va oublier le quatrième, hein, je pense. Le Silence des agneaux. Je vous le critiquerai pas parce que je l'ai vu il y a très peu de temps et c'était encore à l'époque où je critiquais pas les films que j'avais déjà visionnés. Je préférais critiquer des films que je visionnais pour la première fois, donc c'est dommage parce que c'est un de mes films. Je pense que c'est dans le top 10 de mes films préférés. Le Silence des agneaux, c'est un des thrillers qui. Je pense que n'importe quelle personne qui veut faire un thriller doit s'inspirer de ce film qui, au niveau de l'ambiance, est juste énorme. Et c'est un des films qui me fait le plus flipper, alors que c'est un thriller et non pas un film d'horreur. Alors que je n'ai jamais flippé devant un film d'horreur. Je vous jure que la première fois que j'ai vu ce film, j'avais vraiment les chocottes. Et même la seconde fois, ça donne certains frissons. Hannibal, et puis le troisième, Dragon Rouge, que les gens n'aiment pas trop, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Je le revisionnerai peut-être d'ici quelques temps et je vous en ferai une critique. Je sais pas pourquoi les gens ne l'aiment pas celui-là, je le trouve vraiment très intéressant. Je pense que les gens ont une certaine haine pour Brett Ratner, parce que pareil, pour X-Men 3, il faut que je l'achète d'ailleurs, je l'ai pas. Les gens détestent X-Men 3, alors moi c'est un de mes préférés. Donc je sais pas. Après par contre je suis conscient que Brett Ratner est pas forcément un des meilleurs réalisateurs vu les bousins qu'il a fait récemment, notamment Hercule. Mais Dragon Rouge et X-Men 3, les deux seuls films que j'ai vus de lui, pour moi ce sont de très bons films auxquels j'ai mis des vraiment bonnes notes. Hein. Donc voilà, bref. Revenons sur Hannibal de Ridley Scott. Donc Hannibal, c'est un film qui est vraiment plutôt plaisant, mais qui est vraiment loin d'atteindre la cheville du Silence des agneaux. Encore une fois, c'est comme avec Batman Begins, quand tu compares Batman Begins à The Dark Knight, même si là il y a un beaucoup plus grand écart entre Hannibal et le Silence des agneaux. Mais pour moi, le Silence des agneaux, c'est un chef-d'œuvre, donc quand tu passes après ça, c'est très difficile. Déjà, je trouve qu'il y a un problème avec ce film, c'est notamment au niveau de la mise en scène de Ridley Scott, puisque Ridley Scott a fait le pari de s'apparenter un petit peu au thriller des années 2000, fin 90, début 2000. Vous savez, ces thrillers très énergiques, par exemple si vous avez vu Phone Game, que j'adore, j'ai déjà critiqué. Phone Game, pour le coup, ça marche très bien. Ou Man on Fire aussi, que j'ai déjà critiqué, mais j'aime beaucoup moins déjà celui-là. Des thrillers vraiment très énergiques, avec des scènes où il se passe pas forcément grand-chose, mais où la caméra va quand même bouger dans tous les sens, avec des jeux sur les couleurs. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça va être en noir et blanc ou en couleur un peu plus rouge, avec des ralentis, des inserts, un montage qui se coupe très rapidement sur des plans, voilà, et en même temps avec des espèces de bruits quand il y a des mouvements de caméra, genre si vous voyez un petit peu le genre de mise en scène dont je veux parler. Déjà, c'est pas le genre de mise en scène que j'aime le plus. J'ai beaucoup de mal avec les thrillers des années 2000. Il y a des chefs-d'œuvre dans les années 90, je trouve, mais dans les années 2000, déjà, ça pose un petit peu plus. Après, au niveau de l'histoire qui est placée au centre du film aussi, je la trouve déjà bien moins intéressante que celle du Silence des agneaux. Et après, elle n'est pas non plus totalement dénuée d'intérêt. Par contre, je trouve que celle de Dragon Rouge, justement, est bien plus intéressante. Mais ce qui manque aussi à ce film, c'est que l'ambiance est beaucoup moins pesante. Ce qui fait la force du Silence des agneaux, justement, c'est cette ambiance, le fait qu'on soit totalement... On flippe devant le silence des agneaux, clairement. Et il manque vraiment cette ambiance à Hannibal. Il manque une ambiance qui soit pesante, même lorsqu'il y a Anthony Hopkins.
même si c'est un acteur que j'adore et qui dans ce film est tout à fait correct, je trouve toujours que sa prestation est bien moins réussite que celle du Silence des agneaux. Et après, peut-être que s'il y avait une ambiance plus travaillée de la part de Ridley Scott, une ambiance, vous savez, un petit peu plus posée, avec de longs mouvements de caméra, accompagnée d'une musique très douce, mais qui en même temps fait quelque chose de très sombre. Et on voit tout doucement apparaître Hannibal Lecter. Vous voyez ce genre de plan, il y a le plan où Clarice Starling arrive dans la prison où il est interné, et puis la caméra avance tout doucement jusqu'à qu'on découvre Hannibal Lecter. Rien que ce plan fait froid dans le dos. Là, la mise en scène que Ridley Scott a mis en place, c'est une mise en scène très énergique, d'un thriller très énergique, et ça colle pas avec l'ambiance ça colle pas du tout avec l'ambiance de la saga. Donc c'est ça qui pour moi fait que ça chie à un moment, que ça fait un film plutôt moyen. Après, il y a un truc que j'ai adoré, je vous parlais de Gary Oldman juste avant, et il est dans ce film méconnaissable. Si quelqu'un arrive à discerner le moindre détail qui rappelle que c'est Gary Oldman, je l'en félicite. Le maquillage de Gary Oldman dans le film est juste super, il est vraiment réussi. Il joue le personnage de Mason Verger, une des premières victimes de Hannibal et une des seules qui a survécu. Lui par contre, pour le coup, il fait vraiment peur. Et j'adore ce personnage-là, très froid. Après, j'aime pas le dénouement du film, j'aime pas du tout la fin. Je trouve que ça s'expédie très vite. On a l'impression que Ridley Scott finit son film et puis basta, c'est terminé. On finit. Après, oui, il y a aussi une scène qui est assez bien aussi dans ce film. C'est la scène du repas à la toute fin. Mais après, hormis cela, ça reste un film vraiment plutôt moyen, qui reste bon et qui reste un film acceptable dans la saga, à la différence du quatrième, Les Origines. Mais loin d'atteindre le chef-d'œuvre qui est Le Silence des agneaux. Donc voilà, Hannibal, je lui mets la note de 12 sur 20 et puis on reviendra très prochainement pour la critique de Dragon Rouge, un de mes préférés de la saga, mon deuxième préféré, quoi. Donc Hannibal, 12 sur 20. Ce mois-ci, j'ai vu Mon Roi, réalisé par Mai Wen, qui est sorti l'année dernière et qui a eu plutôt des bonnes critiques de la part d'à peu près tout le monde. Mais moi, je vais revenir dessus parce que j'ai vraiment pas aimé ce film. Je l'ai pas haï, je vais pas le descendre du tout. Je l'ai juste pas du tout aimé, je me suis juste fait chier devant du début à la fin. L'histoire de Mon Roi, c'est l'histoire d'une relation amoureuse qui commence et dont on sait dès le début qu'elle se finit mal. Et donc une histoire d'amour entre justement amour et souffrance. Et c'est ça en fait, ça va suivre une histoire d'amour entre deux personnages joués par Vincent Cassel et Emmanuel Berco. Donc déjà on va parler de Vincent Cassel et Emmanuel Berco, les acteurs en général. Ils sont bons, Vincent Cassel est un acteur que j'apprécie beaucoup, c'est pas sa meilleure prestation mais j'aime bien Vincent Cassel dedans. Emmanuel Berco, c'est pareil. Il y a même une apparition de Norman, il joue un tout petit rôle mais bon comme on est sur internet je vais en parler vite fait. Je l'ai trouvé bon, il joue bien et il sort de son personnage de Norman et ça c'est ça que j'ai bien aimé. Mais tout ça ne réussira pas pour moi à en faire un bon film parce que c'est très chiant. Ça partait d'une idée de base, tenter de se centrer uniquement sur une relation amoureuse sans mettre de choses autour. Il n'y a quasiment aucun décor autour, on ne sait quasiment rien des personnages autour de leur relation amoureuse. Et tenter de chercher à comprendre qu'est-ce qui fait une relation, qu'est-ce qui fait que ça commence, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça ne marche plus. Mais à aucun moment Mai Wen a réussi, selon moi, à donner de l'intérêt à son scénario et à son idée de base. Je me suis juste ennuyé du début à la fin. À la fin, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de terminer mon film. Je me suis forcé parce que maintenant je suis dans une optique de me dire que tant que j'ai pas fini un film, je peux pas réellement savoir si j'apprécie un film. En témoigne le film Le Prestige de Nolan, qui est un film que je trouvais plutôt moyen durant tout le film, et puis finalement dans les 20-30 dernières minutes, il y a un retournement de situation qui fait que
ça en devient un excellent film selon moi. Pas un excellent film, mais en tout cas qui arrive à faire quelque chose de super à la fin. Donc bon, ne doutez pas que dans Mon Roi il allait y avoir un retournement de situation, mais on sait jamais, ça peut devenir cool à la fin. Mais non, je me suis vraiment ennuyé du début à la fin, et la mise en scène aussi de Mai Wen. J'ai déjà parlé de Police, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Pour le coup, la mise en scène elle est super bien, et pour le coup, même si j'avais pas aimé le début de Police, la scène finale, je pense qu'aurait fait que je kiffe au moins j'adore la fin. Là, pour le coup, la mise en scène elle colle pas avec le propos du film. Police, la mise en scène est quasi documentaire parce qu'on a l'impression de regarder un documentaire. On a l'impression de s'immiscer dans une brigade de police, d'essayer de comprendre quelle est leur vie, comment ça se passe tous les jours. Je sais pas. Là aussi, pour le coup, on s'immisce dans leur vie, mais ce côté documentaire marche pas, je trouve, avec cette histoire-là. J'ai pas aimé. Ma mère a vu le film et elle a plutôt bien aimé ce parti pris. Elle a aimé le film en général d'ailleurs. Mais non, pour moi, ça c'est pas passé du tout et je me suis vraiment ennuyé devant ce film, j'ai été déçu. Ce mois-ci, j'ai vu Baignée de tomates vertes. Pourquoi j'ai voulu voir ce film? C'est parce que sur Seriebox, il est dans le top des meilleurs films. Et donc je me suis dit pourquoi pas, il a quasiment 17 sur 20, donc une vraiment bonne note. Non, ce film ne m'a fait vraiment ni chaud ni froid. En fait, ça s'apparente à des films qui sont eux aussi dans le top des meilleurs films, mais qui m'avaient déjà fait ni chaud ni froid. Par exemple, Forrest Gump, ou encore Légende d'automne, ou Au milieu coule une rivière de Redford. C'est des films qui, en fait, sont racontés par quelqu'un qui raconte une histoire qui s'est passée dans le passé et qui raconte la vie d'un personnage de son enfance jusqu'à sa mort. Et j'ai remarqué, et je l'ai découvert avec ce film-là, c'est une narration que je n'aime pas. J'ai beaucoup de mal à apprécier de suivre un personnage de sa naissance jusqu'à sa mort. Parce que y a beaucoup d'ellipses, il y a du mal à y avoir une cohésion dans l'histoire, et il y a forcément des moments où on n'est pas intéressé par le personnage, parce que si on prend du début de sa naissance jusqu'à sa mort, il y a forcément des moments où ça marche plus et on est moins intéressé. Forrest Gump encore ça passait parce qu'il y avait ce côté un petit peu extraordinaire du personnage, un peu décalé. Mais là pour le coup j'ai trouvé que notre personnage n'avait rien de spécial quoi. L'histoire qui est racontée n'est qu'un prétexte à faire évoluer parce qu'en fait il y a une vieille femme qui est dans une maison de retraite et qui fait un jour la connaissance d'une femme qui accompagne son mari qui vient voir sa mère à la maison de retraite. Et donc cette vieille femme va raconter des histoires à cette femme plus jeune qui a une quarantaine d'années pour laquelle sa vie va mal. Et ces histoires vont lui permettre d'évoluer dans sa vie, de lui faire du bien. Mais je trouve que l'histoire qu'elle raconte dans le passé, l'histoire qui se passe dans le passé, au tout début du siècle, même à la fin du 19e siècle, je dirais, sont des... c'est inintéressant, quoi. Sa vie est pas intéressante, je trouve. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Après, j'ai préféré les séquences qui se passent dans le présent, dans laquelle on voit notre femme évoluer, devenir une femme plus forte, qui n'est plus passive face à son mari, qui ne subit plus la vie. Ça, j'ai trouvé plus intéressant. Mais en règle générale, c'est pas un film du tout qui m'a pris. J'ai ressenti vraiment aucune émotion, alors que je pense que c'est devant ce genre de film que certaines personnes ressentent pas mal d'émotions. Ça m'a vraiment fait ni chaud ni froid. Après pour la réalisation aussi, c'est un mec qui l'a fait. Le mec qui est pas très connu, il a pas fait grand chose depuis. Mais
La mise en scène se débrouille pas mal, il y a pas mal de bonnes idées. Ça, c'est pas incroyable, mais je trouve que la mise en scène vient rattraper un petit peu toutes les autres carences. Mais non, ça a vraiment pas été un coup de cœur pour moi et je lui ai mis une note de 10 sur 20. Donc non, moi je vous le conseillerais pas, mais après c'est un film qui est extrêmement bien noté, donc je vous le conseillerais pas moi personnellement. Ce mois de mai n'était pas porté sur des films que j'ai bien aimés, ça commençait plutôt pas mal. Ici, à part Le Sens de la vie et Batman Begins, c'est plutôt des films que j'ai trouvé soit moyens, soit plutôt mauvais. Là, on va parler d'un film moyen, pas mauvais, mais moyen. Il y a des idées, mais ça, j'ai pas réussi à être emporté par l'histoire, par la mise en scène, tout ça. C'est Lawrence Anyways de Xavier Dolan. Alors déjà, pour résumer, qu'est-ce que j'ai vu de Xavier Dolan? J'ai vu Mommy, qui est un film que j'ai bien aimé, mais je lui ai mis un 14 sur 20 quand tout le monde lui mettait un 18 ou un 19. Donc ça montre déjà un petit peu l'écart que j'ai avec ce que... Mommy est un très bon film, mais déjà je prends mes distances par rapport à ce que je pense de Xavier Dolan. C'est pas un réalisateur que je vais porter en génie ou en quoi que ce soit. C'est un bon réalisateur, mais pour moi c'est pas le genre d'histoire que j'aime voir au cinéma. Mais je dois lui reconnaître énormément de qualités que je reconnais dans ce film-là, Lawrence Anyways. Déjà au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit et j'aime beaucoup. Sa direction des acteurs aussi, c'est des acteurs que je ne connais pas à chaque fois quasiment. Mais sauf, il y a une actrice qui est quasiment tout le temps, je me souviens pas de son nom, mais j'aime beaucoup cette actrice. Mais l'homme qui joue la femme justement, parce que Lawrence Anyways en fait c'est l'histoire d'un homme qui décide de devenir une femme. Donc déjà c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse, c'est pas le genre d'histoire qui me donne envie d'aller voir au cinéma. Mais pour le coup c'est très bien écrit et puis la direction des acteurs est bonne puisque l'acteur joue très très bien et arrive à donner un certain intérêt au film dans la première partie. Mais ma critique va aller vraiment très vite parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce film là. Comme la plupart des films qui sont dans cette première partie, ça va aller beaucoup mieux, je vous le promets, dans la seconde partie du mois de mai. Mais là je vous avoue que la première partie j'étais pas tombé sur des très bonnes pioches. La mise en scène est aussi beaucoup plus travaillée que dans ses précédents films, notamment au niveau des couleurs qui sont beaucoup plus expressives. Elles veulent dire quelque chose, les couleurs, et ça j'ai plutôt bien aimé. Mais quand on est sur un film de 3 heures qui te parle de l'histoire d'un homme qui est transsexuel, il y a un moment où tu tiens plus, tu as beaucoup de mal à continuer à suivre le film, et c'est vraiment trop long. J'ai pas réussi à être tenu en haleine pendant 3 heures sur l'histoire d'un homme qui est un transsexuel, quoi. Donc ouais, je salue quand même le gros travail fait par Dolan au niveau de sa mise en scène, qui est beaucoup plus surréaliste parfois. Il tente plein de petites folies que j'ai trouvé beaucoup plus cool et qui collent bien avec son cinéma finalement. Mais voilà, sur 3 heures, c'est beaucoup trop long et j'ai pas réussi à être totalement fou de son film là. Je vous conseillerais plus Mommy, qui c'est vrai est un bon film. Il dure longtemps aussi Mommy et c'est ce qui fait que je lui avais donné qu'un 14 sur 20. Mais j'avais été beaucoup plus intéressé par le propos du film, sur ce qu'il s'intéresse. Donc, quelle note je peux donner à Lawrence Anyways? On va dire un 11 sur 20, quoi. Donc, ça vole pas très haut. Mais il y a de l'idée et c'est pas un mauvais film. C'est juste que j'ai pas été forcément très intéressé par l'histoire et que ça dure très longtemps aussi. Pour clore cette première partie donc, de mes visionnages du mois de mai, on va parler d'un illustre inconnu de Mathieu Delaporte. C'est un réalisateur que je connaissais pas. Et son film avait donné envie, parce que de par le fait qu'il y ait Mathieu Kassovitz dedans, et puis parce que c'est un thriller français, et que la plupart des thrillers français, pas la plupart, mais il y a pas mal de thrillers français qui sont plutôt bons, et la bande-annonce donnait plutôt envie. Donc je me suis jeté, et j'ai eu vraiment raison, parce que c'est pas un excellent film, mais c'est un bon film, un très bon film, français de surcroît, donc ça fait plaisir de voir des films comme ça.
De quoi ça parle? C'est l'histoire donc d'un homme, je me souviens plus le nom, qui est joué par Mathieu Kassovitz et dont le plaisir c'est, en fait c'est une personne sans personnalité et donc il va s'amuser à suivre des gens pendant des semaines, savoir le maximum sur eux, une personne qu'il va cibler et il va tenter de lui ressembler, de devenir lui. En rentrant dans sa maison par effraction, en s'imaginant être lui-même, être lui. Et c'est plutôt bizarre comme idée. Au début, je pensais que ça allait se rapprocher beaucoup du film Following de Christopher Nolan, que je vous invite à découvrir, qui est plutôt beau. Mais pas du tout. Ça prend une direction tout à fait différente parce que dans Following, il y a déjà, il ne suit que les gens. Là, il les imite carrément. C'est beaucoup plus, je sais pas, ça fait, c'est pas très sain comme histoire. Un mec qui Imaginez-vous que quelqu'un vous suit, vous le savez pas, et puis il rentre chez vous et il se déguise en vous, il vous imite, c'est plutôt malsain. Et d'ailleurs, la mise en scène de Mathieu Delaporte m'a fait vraiment plaisir parce que c'est une mise en scène vraiment très oppressante, très imagée aussi. Il y a pas mal de plans qui se résument par quelques symboles, des trucs vraiment sympas au niveau de la mise en scène. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance dans le film qui est très très plaisante. Notamment une scène par exemple où il va découvrir un pendu, j'en dis pas plus. Il va découvrir un pendu dans une maison et cette scène elle est vraiment très oppressante, très flippante. Pas flippante, mais vous voyez ce genre d'ambiance un peu angoissante que j'ai vraiment bien apprécié. Aussi visuellement, il y a au niveau des couleurs, au niveau de la photographie, c'est très très joli aussi. Et, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que en fait au début le film me plaisait, mais sans plus. C'était un film dans lequel tu suivais juste un homme qui imitait d'autres personnes. C'est plutôt intéressant, mais ça allait pas plus loin. Mais dans la seconde partie du film, il y a un retournement de situation qui fait que le film prend une tournure très intéressante, qui va nous amener à nous poser tout un tas de questions, tout en nous laissant dans une ambiance vraiment très spéciale, et on est toujours pris dans le film, et franchement, c'est un très bon film qui est porté par un Mathieu Kassovitz qui est parfois pas du tout reconnaissable quand il est déguisé. Il y a des séquences où en fait on enchaîne entre le vrai personnage et Mathieu Kassovitz déguisé, et c'est là où le réalisateur est fort, il brouille les pistes, il nous empêche de savoir si on suit l'un ou l'autre, et ça c'est intéressant. Donc voilà, un très bon film français qui m'a fait plaisir. Mathieu Delaporte, je sais pas s'il a réalisé d'autres films, je vais aller me renseigner tout de suite après, je vais voir. Et puis si ces autres films m'intéressent, pourquoi pas découvrir le reste, parce que c'est du très bon boulot qu'un illustre inconnu. Après ça sera pas un chef-d'œuvre, mais je lui ai quand même donné une note de 16 sur 20, et puis parce que le film est plaisant jusqu'à la fin, il est intéressant, jusqu'à la fin on va se poser des questions, et voilà. Donc un très bon thriller français avec une très bonne ambiance, porté par un Mathieu Kassovitz super bon, et puis une très très bonne réalisation aussi, donc un 16 sur 20. Donc voilà, je clôt cette première partie, donc c'est pas une très très bonne partie, j'avais pas tiré sur des très très bons films. Si je devais vous conseiller vraiment ceux que je conseille de ceux que j'ai critiqués, ça serait Le Sens de la vie des Monty Python pour son côté vraiment décalé, son humour si spécial. Batman Begins parce que c'est une entrée dans une saga vraiment que je trouve exceptionnelle, qui va inclure un chef-d'œuvre. Et Un illustre inconnu dont je viens tout juste de parler, je vais pas le résumer à nouveau. Mais voilà, ça sera vraiment les 3 films que je vous conseillerais. En attendant, je vous invite donc à laisser un j'aime, à partager un petit peu la vidéo pour me faire un petit peu plus connaître. On commence déjà à être pas mal, pas mal. On est une petite dizaine de personnes, ça me suffit. Tant qu'il y a des gens qui me suivent et qui continuent d'être régulièrement là pour commenter mes vidéos, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouvera d'ici quelques semaines pour la 2e et 3e partie de ma rétrospective du mois de mai. Donc, ciao!